à l'école de la République, j'ai acquis à l'âge tendre la certitude que la Révolution, émanée du peuple, avait libéré celui-ci de servitudes antiques et de la tyrannie odieuse de rois abusifs. À entendre les républicains, la royauté, c'est l'esclavage. La Révolution ne fut-elle pas l'affranchissement, puis la victoire et l'avènement du vrai souverain, le peuple? Esclave sous l'Ancien Régime, il brisa ses fers le 14 juillet 1789. Le 4 septembre 1789, la reine présente à son fils à l'Assemblée dite nationale. Remarque de Madame Roland, future égérie des Girondins, je cite, « Nous sommes plus que jamais près du plus affreux esclavage si on se laisse aveugler par une fausse confiance. Les Français sont aisés à gagner par de belles apparences de leurs maîtres. Je suis persuadé que la moitié de l'Assemblée a été assez bête pour s'attendrir à la vue d'Antoinette. » Fin de citation. Un député breton du tiers-état de Vannes écrit « Nous sommes véritablement serfs, esclaves des seigneurs par les droits qu'ils nous font payer. La féodalité est notre plus grand fléau. La nécessité de l'abolir est urgente. C'est le cri universel de toutes les paroisses. » En abolissant la féodalité, on allait abolir l'esclavage du peuple français. L'esclavage, leitmotiv des révolutionnaires. Un physiocrate, joli mot de l'époque pour dire économiste, a déclaré que la corvée est un horrible esclavage et que les laboureurs soupirent après sa suppression comme les forçats après leur liberté. Quand il s'agit d'accorder ou non le droit de veto au roi, Mirabeau rapporte avoir vu la foule en larmes l'implorer. « Monsieur le comte, si le roi a le veto, il n'y a plus besoin de l'Assemblée nationale, nous voilà esclaves. » Ne va-t-on pas, en renversant la royauté, abolir 12 siècles d'esclavage et de misère? Une fois la Révolution en marche, les esclaves, ce sont les partisans de l'Ancien Régime qu'on vient d'abolir. Lettre de Merlin de Thionville du 10 octobre 1793 pendant la guerre de Vendée. Lettre au comité de salut public, peu après le passage de la Loire par l'armée vendéenne. Je cite. « Cette armée du pape qui nous avait fait tant de mal et que l'on n'a pas poursuivi avec une activité assez révolutionnaire nous échappe encore, mais elle n'a plus de chef. Lescure agonise, Delbé est blessé à mort et Bonchamp n'a plus que quelques heures à vivre. Ces lâches ennemis de la nation ont, à ce qui se dit ici, épargné plus de 4000 des nôtres qu'ils tenaient prisonniers. Le fait est vrai, car je le tiens de plusieurs d'entre eux. Quelques-uns se laissaient toucher par ce fait d'incroyable hypocrisie. Je les ai pérorés, et ils ont bientôt compris qu'ils ne devaient aucune reconnaissance à ces brigands. Comme la nation n'est pas encore à la hauteur de nos sentiments patriotiques, vous agirez sagement en ne soufflant pas un mot sur cette pareille indignité, des hommes libres acceptant la vie de la main des esclaves, ce n'est pas révolutionnaire. » Fin de citation. Ici, l'esclave, c'est le paysan chrétien, amoureux de sa terre et de son roi, qui fait grâce à l'ennemi en l'épargnant. Les choses deviennent plus claires, non? Peuple français esclave de son attendrissement face à la maternité de la reine, un cœur dur et donc libre. Peuple français, esclave des redevances royales et féodales, nous voilà donc par la grâce de la République délivrés des impôts, n'est-ce pas? La corvée, avant d'être un impôt abusif, fut un impôt tout court, payable en travail et non en espèces, et son abolition ne fut pas sa disparition, mais son remplacement par un impôt en argent. Abolition d'un esclavage? La Révolution vit l'éclosion de la liberté, valeur suprême si on l'oppose à l'esclavage dont les révolutionnaires ont voulu affubler le peuple français. Non, le peuple français n'était pas esclave, et la qualité de français valait liberté, automatiquement. L'esclavage avait cours aux colonies, qui n'étaient pas le royaume de France. En 1775, un colon des Antilles, un certain Isaac Mendes France, accosta en France avec 3 esclaves qu'il continua de traiter comme il le faisait aux îles. 2 d'entre eux saisirent la justice pour obtenir leur liberté et l'obtinrent. Leur présence sur leur sol français leur valant ipso facto la liberté. Non, il n'y avait pas d'esclaves au royaume de France. Et les libertés françaises étaient une réalité. Liberté des villes, franches, dotées de conseils, d'une force armée, d'un budget. Liberté des villages, gérant leur communauté par assemblée générale des habitants, où chaque foyer en valait un autre. Liberté accordée aux métiers de s'organiser et de fixer leurs normes, leurs prix et leurs salaires. Quelle est donc cette liberté qui a éclos sous la Révolution, qui s'opposa aux libertés plurielles, et dont on prétend qu'elle a aboli un esclavage? Au milieu du XIXe siècle, le prêtre Lacordaire écrivit « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. » La liberté conquise et instaurée par la Révolution fut bien celle qui abolit tous les règlements protecteurs des faibles.
La liberté conquise contre le roi est celle du commerce. Il fut désormais impossible au roi d'interdire la libre circulation des grains, d'empêcher les marchands de s'enrichir sur le pas du peuple et de fixer le prix des subsistances. Les rois ont toujours veillé à interdire un tel profit, c'était leur raison d'être. L'abolition de la royauté fut l'instauration de la liberté absolue de s'enrichir au détriment du peuple. La suppression des corporations fit du travail humain une marchandise comme une autre. La Révolution abolit toutes les réglementations ouvrières et livra le monde du travail à la barbarie économique, autrement appelée libéralisme économique. Toute la misère ouvrière du siècle suivant en découle. Le travail des enfants en est la conséquence directe. La liberté conquise contre l'Église fut celle de pratiquer l'usure. L'usure a été longtemps le prêt à intérêt, avancer de l'argent pour se faire plus d'argent. La législation juive interdit le prêt à intérêt, mais l'interdiction est restrictive. Je cite, « Tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère, intérêt d'argent ou intérêt de nourriture ou de toute chose qui se prête à intérêt. » Jésus, lui, a dit dans l'Évangile selon Luc, « Prêtez sans rien espérer en retour. » Matthieu, Sermon sur la montagne. Donne à celui qui te demande. Et que dit le Notre Père? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, qui signifie que Dieu nous pardonnera si nous avons pardonné nous-mêmes auparavant. L'illustration se trouve dans la parabole du serviteur impitoyable. Un roi se fait remettre de grosses sommes par ses serviteurs. Un d'entre eux ne peut payer et implore pitié. Le roi pardonne. Une fois dehors, le serviteur, qui n'a pas de pitié pour un débiteur d'une petite somme. Cette parabole dit que Dieu pardonnera les offenses comme nous avons nous-mêmes pardonné. Or, ici, l'offense est une dette non payée. Le Notre Père en latin dit « Dimite nobis debita nostra, sic ut et nos dimitimus debitoribus nostris », c'est-à-dire « Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ». Dieu effacera nos dettes si nous effaçons leurs dettes à nos débiteurs. L'Évangile prône donc l'abolition de la dette. Plusieurs conciles ont réitéré l'interdiction de l'usure, et interdit qui a toujours été contourné par des astuces au bout du compte ruineuses. L'apparition du protestantisme a secoué le monde et Calvin a légitimé le prêt à intérêt et les protestants se sont affranchis de cet interdit. En Europe, seuls les rois de France ont perpétué la doctrine et le mouvement des Lumières, l'encyclopédie en tête, a pourfendu cet obscurantisme désuet et liberticide. En 1769, Turgot a publié un mémoire sur les prêts d'argent. L'intérêt représente le gain qu'on aurait pu se faire si on ne s'était pas dessaisi de cette somme, dit-il. Pour l'encyclopédie, le taux d'intérêt est un loyer parfaitement légitime. Les Lumières ont dénoncé l'interdiction totale, mais ont finalement demandé la liberté totale. Le commerce de l'argent devait être libre et le taux d'intérêt fixé uniquement par la loi de l'offre et de la demande. Ce sera le renard libre, dont le poulailler libre. Rien de nouveau donc. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton l'Ancien a écrit un traité d'agriculture dans lequel il fait dire « Que dis-tu de l'usure? Et toi, que penses-tu de l'assassinat ?» Le crime se perpétra le 2 octobre 1789 par la légalisation du prêt à intérêt fixe, abolissant ce que les rois de France avaient défendu. Le 25 avril 1794, la Convention décréta que l'argent est une marchandise comme une autre. La suite, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le 21 janvier 2015, j'ai participé pour la première fois à la commémoration de la mort du roi au cours d'une retraite au flambeau devant la chapelle expiatoire à Paris. C'est là que j'ai découvert le travail de Pierrette et Paul Giraud de Coursac. C'est là que j'ai découvert l'iniquité du procès du roi Louis XVI. Un régime fondé sur autant de mensonges porte le mal en soi. C'est là que pour la première fois j'ai vu Eliathème, que j'ai vu Monseigneur Sixte-Henri de Bourbon-Parme et que je vous ai rencontré, vous les royalistes. C'est là que pour la première fois j'ai entendu « Allons les gars pour notre terre, tels nos aïeux pour notre foi. Allons les gars pour notre terre, tels nos aïeux pour notre foi. Reprenons le vieux cri de guerre, vive Dieu, la France et le roi. Reprenons le vieux cri de guerre, vive Dieu, la France et le roi. »